Voilà, donc on est lancé. Bonjour tout le monde. Merci Edith et Rodrigue d'être là. Donc Edith est porte-parole du Jour de la Terre et puis Rodrigue, tu es porteur d'espoir 2019. Tu vas passer le flambeau aujourd'hui parce qu'on est là pour faire le dévoilement du porteur d'espoir 2020. Un petit rappel, porteur d'espoir, c'est une bourse de 2 000 $ qui est donnée à un jeune engagé en environnement qui est leader dans ses projets et qui brille par son engagement. Et donc, c'est ça. On va vous révéler le porteur d'espoir 2020. Donc, toi, Edith, ça fait quelques années qu'en tant que porte-parole du Jour de la Terre, tu suis ce programme et tu suis les candidatures. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça représente pour toi, porteur d'espoir? Ben, c'est toujours très, très, très impressionnant d'abord de voir à quel point il y en a, de voir à quel point les gens participent, mais aussi les dossiers étoffés, les réalisations des jeunes, leur engagement, mais leur engagement concret, pas juste ce qu'on lit dans les documents, c'est pas juste «Ah, j'aime l'environnement et je veux m'impliquer». Non, non, c'est toujours une implication très, très, très concrète, puis à différents paliers. C'est très, très, très inspirant. C'est une espèce de nouveau souffle. Puis je trouve que c'est primordial de les encourager. Là, c'est une bourse de 2 000 $, mais j'aimerais ça que ce soit plus. L'an passé, ça m'a permis de rencontrer Rodrigue Turgeon, qui est ici, qui est un protecteur du territoire abitivien. On le connaît maintenant. Donc, c'est le fun. Je pense que ça leur donne une espèce de coup d'envoi ou une petite tape dans le dos. Voilà. Bah, d'ailleurs, à ce sujet, Rodrigue, toi, comment ça a avancé ton engagement en 2019 depuis que tu as été porteur d'espoir? Je vous dirais absolument, là, la nomination a permis de mettre, si on veut, sous les projecteurs là, la mobilisation abitibienne pour la protection du territoire, de l'environnement de façon plus générale. On a vraiment assisté à l'échelle régionale à une multiplication des actions sur le terrain. Ça a été absolument merveilleux. J'ai passé une super belle année. C'est certain que la visibilité que ça nous a offert, là, ce titre-là, moi, je me suis toujours considéré comme un peu le représentant d'une cause. Là, on est plusieurs derrière ce mouvement-là chez nous. Fait que ça a été absolument un élément qui a été très apprécié parce que de par notre situation géographique, d'avoir un peu là, les projecteurs braqués sur le mouvement régional, ça a été très positif. Est-ce que ça t'a permis de faire de nouvelles rencontres? Est-ce que ça a été comme une espèce de nouvelle carte de visite pour toi, ce titre-là? Absolument. Puis je pense à plusieurs niveaux, notamment, ben, il y a eu peu de temps après là, ma sélection parmi les jeunes leaders en d'environnement jeunesse, là, qui est un organisme formidable. Puis ça a mené ça éventuellement à plusieurs rencontres, même au sein de la jeunesse environnementale québécoise, mais plus largement que ça, même cette voie-là m'a amené jusqu'à l'ONU, là, à la conférence des Nations Unies sur le climat en novembre-décembre dernier. Fait, ça aussi, je pense que c'est dans la mouvance là, de cette année 2019 qui a été qui a été initiée là, finalement par le Jour de la Terre. Là. Je me souviens là, de la marche à Québec, c'était formidable. Là. Oui, le 22 avril. Promets-nous que c'est pas parce que tu le remets aujourd'hui que tu arrêtes tout ça. Là. Absolument pas. Puis, justement, pas plus tard que ce soir, on a d'autres actions de prévues. Là. Fait que c'est un continuum, mais je pense que c'est un mode de vie aussi. Puis on est tous là pour saluer là, la prochaine personne qui va prendre haut et fort ce titre-là, mais bon. Je suis assuré que on sera pas on fait juste lever la barre à chaque année. Ben oui, incroyable. Ben justement, puisque tu en parles, sans plus attendre, moi, j'aimerais ça présenter haut et fort, dévoiler notre nouvelle porteuse d'espoir 2020. Elle nous a vraiment impressionnés par son document, qui était, ma foi, spectaculaire. Elle a donc fait l'unanimité. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements de confinés, la nouvelle porteuse d'espoir 2020, Amélie Drainville. Bravo! Et c'est bien arrangé. Félicitations, Amélie, ouais. Les effets spéciaux du Jour de la Terre, incroyables. Bravo, félicitations! Merci beaucoup. Donc toi, ça fait quelques jours que tu sais que tu as gagné. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de te rencontrer avec la situation actuelle. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de te montrer ton prix. Est-ce qu'on va le voir avec le fond d'écran? Oui. Ce porte-voix que tu auras la chance de récupérer quand on se rencontrera en vrai.
Et tu es obligé de le porter sur toi tous les jours de l'année, là. Tu peux pas, faut que tu dormes avec. Rodrigue le porter là, tous les jours de l'année. Oui, jusqu'à il est dans ma Noël. chambre là en ce moment, justement. Première question, Amélie, pour commencer. Ça fait quoi en fait d'être porteur d'espoir 2020? Ben, c'est sûr que c'est une grande motivation, c'est une bonne tape dans le dos, comme disait Edith, pour poursuivre notre engagement. Puis, évidemment, c'est une opportunité unique que j'ai de faire la promotion un peu des projets que je porte à une plus grande échelle. Donc, c'est sûr que c'est ça. Je suis très heureuse de ça. Mais en même temps, quand j'ai appris que j'avais remporté le prix, je me suis dit, non, porteur d'espoir, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je suis allée chercher dans le dictionnaire, puis je suis allée chercher le mot espoir, qu'est-ce que ça voulait dire? Puis c'est un peu, l'espoir, c'est un peu comme une espèce d'attente, des aspirations. On attend une situation meilleure. Fait que je me suis dit, espérons que je ne serai pas une porteuse d'espoir, mais une porteuse d'action. Parce que j'espère que les gens vont vraiment manifester leur espoir en gestes concrets. Wow! Est-ce que tu peux présenter, parce que nous, on a lu ton dossier, je l'ai dit tantôt, il est impressionnant. Est-ce que tu peux présenter un petit peu un résumé, bien sûr, de tes principaux projets puis engagements environnementaux? Oui, avec plaisir. Premièrement, au niveau plus local, j'ai contribué à partir d'un comité environnement dans ma municipalité. Donc, on fait toutes sortes d'activités. On a fait des nichoirs pour les hirondelles et les merles. On a fait des activités pour le compostage, des conférences sur le zéro déchet, toutes sortes d'activités comme ça. Puis, un projet un peu plus gros aussi que j'ai démarré est celui d'une forêt nourricière publique. Donc, on est en train de créer un écosystème permaculturel qui va être nourricier dans un lieu public ici, chez moi, à l'ETIPA. Donc, ça, c'est une grande fierté parce qu'on est allé chercher plusieurs subventions. On est rendu à quasiment 50 000 $ de budget pour ce projet-là. Donc, c'est un gros projet. Puis, j'espère que ça va avoir des répercussions dans ma région de manière plus large. Puis aussi, au niveau local, récemment, je m'étais lancée dans une élection partielle au municipal. Malheureusement, ça a été arrêté à cause de la pandémie de la COVID-19. Mais j'espère pouvoir poursuivre mon élection. Vous pouvez voir d'ailleurs mes petits pamphlets que j'ai fait pour mon élection municipale. Donc, malheureusement, c'est en arrêt, mais le but de cette élection-là, c'était justement de pousser plus loin mon engagement pour l'environnement. Ça, c'est plus au niveau local. Sinon, au niveau régional, je me suis impliquée beaucoup avec Rodrigue pour en témoigner, avec Odette Sarrazin au niveau du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec. Donc, on a fait des événements bénéfices pour ramasser des sous pour Restigouche. On a aussi organisé un débat au mois d'octobre dernier pendant les élections fédérales. Donc, ça, c'est mon implication plus au niveau régional. Puis sinon, au niveau provincial, moi, je suis très impliquée au sein de Québec solidaire. Puis, récemment, en fait, l'année dernière, quasiment jour pour jour, on a lancé l'Ultimatum 2020, qui était une campagne politique pour faire pression sur le gouvernement Legault pour adopter des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Donc, je me suis impliquée beaucoup là-dedans. Puis mon rôle était surtout dans la Naudière, dans ma région, de faire mousser la mobilisation pour cette campagne politique-là. Donc, pour moi, c'est super important de se mobiliser aussi sur le plan politique. Puis pas laisser ça dans les mains des autres générations. Il faut vraiment, en tout cas, prendre ça à bras-le-corps. Puis je trouve que des fois, c'est un tabou d'en parler, mais pour moi, c'est très important de m'investir là-dedans. Puis finalement aussi, je me suis beaucoup impliquée dans le mouvement La planète s'invite à l'université. Moi, quand j'étais l'année passée à l'université de Sherbrooke, avec ma sœur, on a parti la division locale là, de ce mouvement-là. J'ai été porte-parole. Donc, c'est ça, je combine plusieurs engagements différents. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est super motivant. J'adore ça. Ben, wow, bravo. D'ailleurs, c'est ça, tu es impliqué à plusieurs niveaux, local, régional, national. Comment tu concilies tout ça? C'est une job à temps plein? Comment ça rime tout ça? Je vais prendre des trucs. Ben, c'est sûr que j'ai quand même une situation assez privilégiée, là. Mes parents m'aident beaucoup pour, par exemple, payer l'université, ces choses-là. Donc, ça me permet de ne pas avoir à avoir un emploi à temps partiel pendant que j'étudie, par exemple. Puis même cette année, j'ai pu prendre une pause d'études pour me consacrer à une autre façon d'étudier, si je peux dire, c'est-à-dire avec des livres, avec l'Internet, avec toutes sortes de moyens. Puis ça m'a permis de ralentir un peu, puis prendre le temps aussi de poursuivre mes engagements. Des fois, c'était quasiment à temps plein, là, effectivement. L'année prochaine, comme je vais retourner à l'école, il va falloir que je sois capable de combiner un peu tout ça mieux, parce que c'est plus compliqué quand
fait 3-4 engagements différents de garder un rythme soutenu, mais pour l'instant, je l'ai toujours fait. Ça a très bien été. Donc, c'est ça. C'est des défis, mais c'est ça. Pour l'instant, je les ai bien contrôlés. Puis, il y a aussi le défi, je peux dire, de concilier mon affinité partisane avec des groupes qui ne sont pas partisans. Donc, ça, c'est sûr que parfois, c'est un défi. Même quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, j'étais porte-parole à la fois de Québec solidaire à l'Université de Sherbrooke et porte-parole de La Planète s'invite à l'université. Donc, des fois, ça fait un peu des petites frictions, mais la majorité du temps, ça s'est super bien géré. Puis on finit toujours par trouver des points d'entente avec tous les groupes parce que dans le fond, on vote toujours pour la même chose. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette bourse de 2000 $? Pour l'instant, je pense que je vais prendre cet argent-là. Tu sais, je fais déjà beaucoup de dons à des organisations, tout ça. Fait que je pense que celui-là, je vais le prendre pour moi. Puis j'ai le projet de transformer un peu mon jardin, ma cour en espace nourricier, permaculturel ici. Fait que je pense que je vais prendre un peu de ces sous-là pour investir là-dedans. Mon autosuffisance alimentaire. Ben oui, c'est super. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, ton implication citoyenne? Comme Rodrigue le disait, là, je suis complètement d'accord avec lui, c'est vraiment un mode de vie. Moi, je trouve que, dans le fond, le monde actuel n'est vraiment pas enthousiasmant, alors que celui qu'on peut créer, il y a tellement des possibilités infinies de monde qu'on peut imaginer. Donc, ça, moi, c'est une motivation quasiment à vivre, là, parce que je me dis, on est dans une époque qui n'est pas très emballante, mais on peut aller créer quelque chose qui va être tellement enthousiasmant, puis une meilleure vie pour les générations futures, même la génération présente, on en parle de plus en plus. Donc, moi, c'est ça qui me motive. Puis, tu sais, quand tu prends conscience de tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, toutes les catastrophes qui se déroulent, tu peux plus juste être dans le déni et rien faire avec ça. Ça devient une dissonance cognitive impossible à gérer. Fait que, on concentre toute cette énergie-là puis on la met dans l'action. C'est ça qui nous permet de passer à travers les moments un peu plus déprimants, je pourrais dire. Moi, j'ai noté une phrase que tu avais écrite dans ton document que j'ai beaucoup aimé. Tu as écrit « Gagner la bataille climatique nous fera gagner bien plus qu'une planète saine, une vie humaine digne et une planète où il fera bon vivre. » Fait qu'on sent que c'est ça qui t'anime. Puis tu dis que tu as un seul objectif, l'espoir d'apporter des changements concrets et durables dans la société, et cet espoir ne se tarira jamais. Ça, c'est beau quand même. Bravo. C'est ça. Puis, en fait, pour moi, ça devient de plus en plus clair que c'est pas juste une lutte écologiste qu'on est en train de mener, ça va être une complète révolution sociale là, qu'on va devoir faire parce que toutes les luttes sont en train on réalise qu'ils sont toutes entremêlées, autant la lutte féministe que les luttes autochtones, que les luttes décoloniales, la lutte antiraciste, toutes ces luttes-là, pour moi, c'est des luttes qui s'entremêlent. Puis je ne doute pas que cette pandémie-là va nous faire réaliser que justement, il y a plein de choses qu'on peut modifier en créant un vaste mouvement social qui va s'attaquer à tous ces enjeux-là en même temps. Et de cette façon-là, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de gagner sur le plan écologiste et sur tous les autres plans en même temps. Mais tu mentionnais la pandémie. Je crois qu'à ce sujet, Rodrigue, tu avais une question. Ben oui, absolument. Ben, moi, d'ailleurs, je tiens à souligner le fait que ton implication est vraiment impressionnante parce qu'elle se situe à tous les niveaux, mais ce qu'il faut, je crois aussi souligner, c'est le fait que tu évolues aussi dans une région, si on peut dire, à l'extérieur des grands centres, mais c'est tellement beau où tu restes. Si tu peux nous le décrire un peu, je pense que les gens l'apprécieraient. Je pense, corrige-moi, c'est situé près du lac Saint-Pierre, là, aussi dans la Naudière. C'est là où, en ce moment, il y a des centaines de milliers d'oies blanches là, qui font leur migration. Je suis déjà passé par là, c'est absolument merveilleux. Puis, je tiens à te remercier de vouloir protéger à l'échelle locale là, ce territoire majestueux-là. Mais la question, moi, qui me vient en tête, là, assurément, parce que ça ponctue mes réflexions nuit et jour, puis j'aimerais savoir comment tu comptes, en fait, évoluer dans ta militance, là, si on peut dire, en tenant compte du contexte actuel là, de la pandémie. On sait que
les réseaux environnementaux citoyens locaux sont toujours forts quand ils sont soudés, quand ils peuvent se rassembler, se serrer dans leurs bras, chanter ensemble des chansons, etc. Là, on appelle à une redéfinition de tout ça. Comment que tu vois la suite des choses à l'échelle locale, là, vraiment, si on peut dire, dans ton coin, pour la protection de ce territoire-là, mais de ce qui compte à tes yeux, là. Wow, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, je suis très contente que tu amènes le point de mon milieu de vie, là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on est chanceux de vivre dans mon coin, là. Tu mentionnais le lac Saint-Pierre. Moi, j'habite à l'île du Pas. Puis, il y a la rivière juste en face de chez moi. Je me lève le matin, puis il y a les envolées des bernages, puis des oies blanches. Des fois, le bruit est assourdissant, là. On entend battre leurs ailes. C'est tellement beau. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est motivant de dire ouais, on va le protéger, notre milieu, parce que le jour où on n'aura plus ça, on va être vraiment malheureux. Donc ça, je suis consciente de la chance que j'ai de vivre ici. Puis, pour l'autre volet de ta question, qui était le confinement, comment je fais évoluer ma militance là-dedans, de mon côté, ça l'a quand même beaucoup ralenti pendant le dernier mois, mais ça l'a pas arrêté quand même. J'ai poursuivi de faire un peu des réunions, puis avec Québec solidaire, on commence graduellement à reprendre les activités pour préparer justement l'après-pandémie. Puis aussi, j'ai commencé à rédiger un peu une lettre ouverte que j'aimerais publier dans les journaux. Fait que ça, c'est une façon aussi de militer en temps de confinement. Puis aussi, je trouve ça important de mentionner que moi, en tout cas, je commence à être pas mal passionnée de jardinage, de potager, d'autosuffisance. Puis, je trouve que ça, c'est un acte militant aussi de faire du jardinage parce que c'est un peu une façon de se sortir du système puis d'être dépendant du système qui est mondialisé, dans le fond, de la globalisation du système économique. Fait que ça, c'est une façon pour moi aussi d'être militante dans mon confinement. Puis, évidemment, je vais continuer à penser à ce qu'on va faire à l'automne au niveau de la forêt nourricière parce qu'on a planté une partie des arbres, des arbustes en octobre dernier, mais là, c'est pas fini. On va en avoir pour plusieurs années à planter des choses dans cette belle forêt nourricière-là. Fait qu'on va essayer tranquillement de penser à ça. Puis aussi, une autre action que j'ai posée récemment, j'ai parti un groupe Facebook qui inclut juste des gens de mon village pour justement bâtir un peu la résilience et les réseaux d'entraide. Ça, c'est une autre façon pour moi d'essayer de tisser des liens avec les gens de ma communauté parce que je pense que c'est comme ça qu'on est plus fort. C'est pas nécessairement un geste d'écolo, mais c'est un geste de solidarité, je pense, envers ma communauté. Puis ça, c'est important pour moi aussi. Super. Est-ce que tu as une autre question, Rodrigue? Ou... Oui, je me la pose, en fait, aussi à tous les jours, si on peut dire, c'est de savoir aussi en tant que, si on peut dire, ce titre-là de porteuse d'espoir, comme tu le disais, c'est une porteuse d'action, mais c'est aussi, j'en conviens, une manière aussi d'influencer son entourage puis d'inspirer les gens autour de soi. Mais si tu avais un conseil, en fait, à donner à des jeunes qui veulent s'impliquer pour la protection de tout ce que tu décris, là, ça serait quoi ce conseil-là, là, vraiment, pour essayer de leur... Je pense que j'en aurais deux. Le premier conseil que je donnerais, c'est que si tu penses présentement que tu as envie de militer, attends pas, c'est que tu es prêt. Si tu as juste un petit terme dans ta tête qui dit « Ouais, il me semble que je serais dû pour m'impliquer », c'est qu'il faut foncer, il faut contacter la première organisation qui nous passe par la tête, dire « Moi, je veux faire du bénévolat, j'ai du temps, je veux m'impliquer ». Puis éventuellement, on fait son chemin là-dedans, on découvre qu'est-ce qui nous tente le plus, qu'est-ce qui nous tente moins, c'est quoi nos intérêts. Fait faut mettre un premier pied dans le panier, là, puis après ça, dans le train, là, puis après ça, le train va partir, puis on va être lancé pour des années. Là. Fait que ça, ce serait mon premier conseil, de ne pas hésiter. Le deuxième, ça serait de se nourrir d'idées. Si vous cherchez des références, vous pouvez m'écrire en message privé sur Facebook, je vais vous en donner, mais je pense que c'est important d'aller se nourrir des idées de différents groupes, de différents intellectuels. On en a tellement des bons au Québec là, qui réfléchissent à comment on pourrait améliorer notre société. Parce que ça, je pense que c'est important pour nourrir son engagement, toujours le pousser plus loin, d'aller chercher les idées des autres. Je dirais que ça serait ça. Puis,
Toi, Rodrigue, tu répondrais quoi à cette question-là? Ben, écoute, moi, je me suis rendu compte dans la dernière année que ce qui fait vraiment la différence, c'est quand on arrive à influencer nos parents ou nos grands-parents, les gens près de nous. Puis c'est drôle à dire, hein, mais je pense vraiment que le changement va passer par les enfants. Les parents peuvent rien dire à leurs enfants. On s'en rend compte, c'est quand tu vas avoir un enfant, je suis pas parent moi-même, mais je le vois très bien autour de moi. Tu veux toujours avoir dans le fond, une action positive pour tes enfants, tu veux les protéger puis tout, mais là, on se rend compte que la principale menace, c'est la crise climatique, là, une fois qu'on aura passé la pandémie. Mais je pense que si le message vient des enfants, c'est pas de la manipulation de masse là, que je lance comme message, mais plutôt soi-même se regarder puis essayer d'influencer ses parents. Je pense que c'est la meilleure manière pour briser là, les derniers maillons qui nous lient là, au système qui nous empêche de changer, parce que un coup que les parents vont être là pour leurs enfants, je pense que tout va être correct. Je pense que quand notre famille commence à faire des jokes sur les écolos, faut pas le prendre personnel. Je pense que c'est qu'on a en partie gagné, là, qui commence à intégrer un peu ce qu'on dit comme discours. Fait que je pense qu'il faut prendre ça positivement. Ouais. Super. Donc, je pense qu'on retiendra de manipuler ses parents. Hein, c'est le. Ouais, ben, c'est un peu. C'est la stratégie qui fonctionne le plus à date que j'ai vue. Là. En tout cas, chez nous, ça fonctionne très bien. Toute ma famille commence à intégrer ça dans notre quotidien. Je vais manifester avec mon père puis ma grand-mère. Donc, ça commence, je pense, à percoler. Là. Il y a le temps qui file, donc je vais commencer à clore la discussion. Mais Amélie, en off, tu m'avais dit que tu voulais nous partager une citation un peu comme un mantra, quelque chose qui t'inspire. Ouais. Si tu as ça sous la main avant qu'on conclue. Je l'ai juste ici. Je trouve que c'est une citation qui avait été écrite dans un de mes examens au cégep par un de mes profs. J'avais trouvé que ça me ressemblait tellement que je l'avais noté, je l'avais retrouvé. Puis ça dit, c'est de Bertolt Brecht. Donc, ça dit « J'ai appris une chose et je sais en mourant qu'elle vaut pour chacun. Vos bons sentiments, que signifie-t-il si rien n'en paraît en dehors? Et votre savoir, qu'en est-il s'il reste sans conséquence? Je vous le dis, souciez-vous en quittant ce monde non d'avoir été bon, cela ne suffit pas, mais de quitter un monde bon. » Donc, je trouve ça très inspirant. Super. Je suis très contente qu'on puisse conclure là-dessus. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir été présents pour cet enregistrement, ce beau dévoilement. Merci à Edith de participer chaque année à notre programme Porteur d'Espoir. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Rodrigue, merci d'avoir été porteur d'espoir 2019. Tu as vraiment été un très beau porteur d'espoir, puis d'avoir accepté de faire cette passation de flambeau. On a vraiment apprécié. Bravo Amélie. Puis, ouais. Et puis Amélie, merci de nous avoir inspiré, de nous avoir envoyé ta candidature. On est très content que tu sois porteur d'espoir 2020. J'en profite rapidement pour remercier nos partenaires qui sont les établissements Vert Brundtland et Environnement Jeunesse, qui nous permettent aussi de faire rayonner ce beau programme. Là, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. N'oubliez pas de célébrer le 22 avril, le jour de la Terre, et puis tous les autres jours. Merci beaucoup. Bravo Amélie. Bye.